Jean-François Lahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous publiez Dans l'œil du gardien aux éditions du Seuil. Qu'est-ce qui se reflète dans l'œil des gardiens de HLM? C'est la vie des cités, mais la vie des cités vue d'en bas. Le quotidien, l'ordinaire, les tournées dans les immeubles. Et surtout, oui, cette vie sociale qu'on croit connaître. On croit connaître les HLM et finalement, je découvre qu'on se trompe assez souvent. On imagine que tous les HLM de France se ressemblent. Les gens vivent en HLM, mais maintenant, c'est pas d'un HLM à l'autre, il ne se passe pas la même chose. C'est pas le même cadre de vie. C'est pas le même nombre d'habitants, c'est pas le même type de commerce, c'est pas le type de marché. Donc il y a une très grande variété des modes de vie et des modes d'être dans les HLM. Qui sont les gardiens des HLM? Les gardiens HLM, historiquement, sont souvent des gens venant de corporations où il y a eu beaucoup de licenciements, comme dans les mines du Nord. Beaucoup arrivés à Paris, cherchant du travail, et les HLM ont recruté dans le bassin des chômeurs de ces grandes corporations. Mais depuis 10 ans, ça a beaucoup changé. Il y a vraiment des centres de formation de jeunes gardiens, et à ma grande surprise, j'ai découvert beaucoup de candidats en formation, avec Bac+2, Bac+3, des anciens comptables, des anciens travailleurs dans les banques, et même un étudiant en sociologie qui voulait être gardien. Et donc j'étais très surpris. Pourquoi ils sont attirés par le métier? C'est évidemment par défaut, le chômage, évidemment. Mais ensuite, c'est peut-être évidemment la stabilité de l'emploi et probablement l'horizon aussi du logement de fonction qui permet d'amortir un peu l'ensemble des charges des gens, quoi. Et donc oui, j'ai été surpris par la formation et j'ai été surpris par, oui, ça devient peu à peu un nouveau métier où la part de médiation qui n'existait pas avant devient concrètement palpable. Vous écrivez que depuis 1970, les caves, les celliers et les parkings souterrains sont la hantise des gardiens. Comment est-ce qu'ils gèrent ces espaces troubles et fermés? Les espaces troubles et fermés, très souvent, au bout de 10 ans, 15 ans de la naissance des HLM, massivement c'est 60-65, et les sous-sols et les caves sont fermés au bout de 10 ans quasiment. Sauf que c'est squatté, donc on met 10 ans pour découvrir qu'il y a des squats, on le sait depuis longtemps, et donc on va essayer de chasser les squats en réaménageant les caves. Donc il y a une lutte permanente de territoire, pour savoir est-ce que les gens peuvent gérer leurs caves ou est-ce que les caves vont être squattées. Ça vaut pour le rez-de-chaussée de tous les HLM, de tous les immeubles. Quand on regarde un immeuble et on regarde bien les rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée nous indique un état des relations sociales. Si les rez-de-chaussée, les stores sont fermés, en permanence jour et nuit, c'est que les gens sont vraiment gênés. Si le rez-de-chaussée est clos, fermé, inoccupé, c'est vraiment un signe que c'est totalement inhabitable. Donc c'est un peu un thermomètre, le rez-de-chaussée, au même titre que dans les halls, les boîtes aux lettres, c'est aussi des indices de vie sociale. Quand on regarde 50 boîtes aux lettres, et on regarde les noms sur les boîtes aux lettres, et on regarde les étiquettes sur les noms, et les scotch rajoutés, plus les coups de stabilo sur les boîtes et les noms. Donc on s'aperçoit qu'il y a une cohabitation plus dense que prévu, qu'il n'y a pas un locataire, mais éventuellement plusieurs. Donc on découvre, en sous-texte, on voit des gens qui sont hébergés. Hein. Les hébergés sont les invisibles des HLM, et c'est pour ça que les HLM sont des lieux de transit d'hébergés venant de tel ou tel endroit du monde ou de France, et qui essayent d'armer un peu leur vie pendant 6 mois, 1 an, pour pouvoir éventuellement accéder à un autre logement. Donc les boîtes aux lettres, les rez-de-chaussée, 10 mètres autour des bâtiments, ce sont des thermomètres qui nous donnent une idée de l'état de la vie sociale. Et alors jusqu'à quel point le gardien peut-il agir sur la température du thermomètre?
Ben, le gardien arrive à agir mieux qu'on pourrait le penser, parce que il voit les locataires tous les jours, il y est dès 8 heures le matin, il fait généralement tous les escaliers. Il visite l'ensemble des escaliers pour vérifier, par exemple, les logements qui sont vacants. C'est une obligation de visiter tous les jours pour voir s'il n'y a pas de squat. Donc évidemment, il est attrapé par la manche dans la descente d'escalier pour tel ou tel problème, des problèmes de porte, de fermeture de fenêtre qui ne marche plus, de voisinage. Et donc il connaît très bien les gens. Il connaît très bien les gens. Et donc il s'appuie souvent sur les anciens locataires, ceux qui sont là depuis longtemps, avec qui il y a une espèce de jurisprudence, des usages, des façons de vivre, des façons de faire, pour essayer de convaincre les nouveaux arrivants de se laisser se plier à la jurisprudence de l'immeuble. Donc les gardiens peuvent nous montrer 3 halls qui sont très bien tenus, où les locataires interviennent, et puis un hall complètement abîmé dans tous les sens, où ils baissent un peu les bras et ne savent plus très bien comment faire. Oui, des fois, il laisse tomber, enfin, il baisse les bras. C'est quoi les principales peurs d'un gardien de HLM? Ben, les peurs, elles sont très certainement eu égard aux jeunes qui, effectivement, habitent sur place, vivent dans les couloirs, dans les halls et sur le terrain devant. Et donc, par moment, il arrive à faire des choses avec eux, à les convaincre de se déplacer, etc. Puis très souvent, il ferme les yeux, il passe. Il n'est pas en mauvaise relation. Il évite. Le problème du gardien, c'est qu'il doit éviter le conflit ouvert. C'est vraiment tout, mais pas le conflit ouvert. Donc, il essaye d'agir sur les familles, de discuter avec elles. Mais c'est vrai que n'oublions pas que là, dans cette cité Albert, il y a 30% de chômeurs. Il y a 50% de jeunes. Sur 7500 habitants, 50% de jeunes. Je ne sais pas si... le tout sur 17 terrains de football. La surface, c'est 17 terrains de football. C'est une ville sur 17 terrains de football. Donc il y a une densité énorme, 50% de jeunes, et donc il faut bien qu'ils mettent leurs fesses quelque part. Et donc c'est un peu des nœuds plus ou moins difficiles à gérer. Est-ce qu'à ce sujet, la loi dite Sarkozy sur l'occupation des halls d'immeubles a changé quelque chose pour les gardiens? Non. J'ai vérifié à Bobigny, au tribunal. Il y a eu au début 2-3 poursuites, les magistrats ont laissé courir. La loi est évidemment inapplicable. On ne peut pas faire une police des halls parce qu'il faudrait évidemment un policier par hall. Et même quand il rentrera chez lui le soir, le hall sera occupé. C'est vraiment lié à la densité. Voilà. Les jeunes ne peuvent pas être chez eux en permanence, donc ils sont dehors. Vous évoquez un moment les attributions fines de HLM qui permettent notamment de ne pas mélanger certaines communautés. Vous pouvez être plus précis? De principe, l'attribution des logements se fait sur des revenus, sur la taille de la famille, sur l'ancienneté de la demande. C'est généralement comme ça que ça se passe, mais dans la décision finale de l'attribution dans tel ou tel immeuble, il y a un sous-texte là aussi où on préfère rassembler ensemble des gens d'une même communauté, des gens qui viennent de Corée, ensemble plutôt, des gens sur un palier plutôt venant de Turquie. Et donc, oui, pourquoi? Parce que les gens le demandent absolument. Les gens demandent absolument à être dans le même immeuble que madame et que monsieur. Et donc, à juste titre, je trouve, les HLM le font, mais ils le font pas, ils le font sans bruit. Voilà, ils le font sans bruit. Un chapitre est dédié dans votre livre à la parabole. Pourquoi un tel enjeu sur les paraboles dans les HLM? J'ai senti vraiment que les paraboles, c'est vraiment le lien au pays. Et ce lien au pays, c'est important que les HLM comprennent qu'il faut y penser, y réfléchir. Il faut réfléchir à ce lien, quoi. Hein, entre la règle juridique, l'interdiction, et la règle morale, qui est, les gens ont quand même des convictions, une histoire, et ça ne se recouvre pas complètement. Règle morale et règle juridique ne se recouvrent pas complètement. Et donc, les gardiens, les techniciens, les gens au point accueil, l'ensemble du personnel HLM, sont obligés d'exercer du droit, comment dire, appeler ça, ils agissent du droit, ils agissent le droit, mais le droit ne recouvre pas forcément mot à mot les textes de loi.
Donc c'est dans ce sens-là où il y a tout un travail d'agencement et tout un travail d'adaptation qui se fait, mais réellement, mois par mois, quoi. Et c'est toujours à répéter, à continuer. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Voilà. Agir le droit, c'est la situation de tous les professionnels en bas dans les guichets. Et les HLM, l'office HLM, les offices, les bailleurs, ce sont vraiment des représentants de l'État pour les gens. C'est le guichet des guichets. Et donc les gens n'ont de cesse de parler des bailleurs et des HLM. Et ça, ce qui me frappe le plus, c'est l'importance du droit dans la tête des gens. C'est que les gens parlent beaucoup de droit, sans prononcer le mot droit. Mais ils parlent beaucoup de qui, par exemple, qui paie pour qui. Alors, qui paie pour qui? Mais, alors, le jardin devant, mais qui va payer la rénovation? Mais qui paie quoi? Mais alors, ceux qui ne payent pas, moi je paye pour eux. Qui paie pour qui? C'est crucial, c'est pragmatique, c'est de l'usage, parce que c'est une question sur c'est quoi le territoire à soi et le territoire d'autrui et le territoire en commun. Donc ça repose toujours la question du territoire en commun. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a une vertu de ces disputes, parce qu'on peut dire que c'est des espaces très disputés, mais ces disputes sont très saines parce qu'elles rejouent sans cesse le rapport à l'État, on peut dire.